Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Antavirus, beaucoup de bruit pour rien, Festival de Cannes, les paillettes socialistes. Et puis, enfin, des bonnes nouvelles. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Divergente, Philippe Bohen, Pharisme, Francky Desbiens et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider l'information en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Et si c'était la raison de la gifle ? Vous avez été très nombreux à réagir à mon entretien d'hier. Et je voudrais revenir sur quelques points. J'ai montré, donc, dans cet entretien, que chez les Macron, tout est menti, tout est propagande, tout est calcul politique. Et si l'affaire en elle-même est grotesque et sans intérêt, elle met par contre à jour les mécanismes du système. D'abord, un système médiatique, courroie, de transmission du pouvoir, n'est-ce pas, Tardif ? Emmanuel Macron giflé par Brigitte, c'est une scène de couple après un message d'une actrice iranienne, Farahani. Un journaliste de Paris Match, Florian, coopté par Macron, est interviewé par Marco Fogiel, un courtisan de l'Élysée, dans un média possédé par Saadé, principal soutien du pouvoir. Le duo Tardif Marco Fogiel peut donc raconter n'importe quoi en toute liberté. Ça, c'était le premier temps. Et puis, il y a le deuxième temps du narratif, reprise par les médias, du buzz autour de ce couple presque parfait. Bribri, c'est une femme formidable. Leur couple est formidable. Macron est formidable. Oui, je sais, c'est à vomir. Écoutez par exemple Catherine Ney sur Europe 1. Conservatrice, mais quand même qui interrogeait, qui plaisait beaucoup aux femmes, qui leur disait, ben voilà, d'ailleurs il y a une Brigittomania quand elle est arrivée, parce que ça et puis joue c'était aussi dans l'élection, et puis ça a joué, elle a beaucoup apporté. D'abord on a découvert une femme intelligente qui avait été professeure, qui était agréable à regarder, qui voilà et qui tenait son rang. Donc ce n'est pas un couple normal, mais ils sont formidables. Chapeau l'artiste, hein, faire semblant de critiquer pour mieux encenser Brigitte. Vieille renarde, hein, Catherine Ney. Elle a, comment dirais-je, de la bouteille. La différence d'âge, cela interroge, c'est un couple pas normal, alors qu'il ne s'agit absolument pas de ça. Ce qui a choqué les Français, c'est qu'une enseignante de 39 ans, officiellement, a détourné du droit chemin un adolescent de 14 ans. Un professeur en responsabilité. Ces médias sont, comment dirais-je, l'infection. Mais dans ce que dit Catherine Ney, il y a un point intéressant. C'est bien la Brigittomania qui a permis à Manu d'accéder à la présidence de la République. Et qui a créé cette Brigittomania ? Eh bien, un cercle vicieux. Ce sont les médias qui ont créé cette légende. On comprend bien pourquoi. C'est Patouche à Bribri. Si vous démolissez la légende Bribri, qu'est-ce qu'il reste d'Emmanuel Macron ? Rien, un petit tas de cendres. Et pour bien comprendre ce système corrompu, Marlène Schiappa, Fonds Marianne, l'affaire rebondit avec un scénario toujours plus hallucinant. Alors que beaucoup pensaient le dossier du Fonds Marianne enlisé dans les rapports administratifs et les procédures sans fin, l'enquête judiciaire connaît un spectaculaire rebondissement. Gros salaire, 4x4 BMW, le canard enchaîné fait de nouvelles révélations sur l'affaire du Fonds Marianne. Si on résume, du fait de son bilan abominable, Macron ne peut communiquer que sur du futile pour continuer d'exister dans les médias. Match de foot, visite de lycée, danse et affaires de cœur. Le poudré bénéficie de la complicité des oligarques parce qu'ils sont patrons de presse et que certains, même je dirais même l'essentiel, ont besoin de lui.
Macron a bien l'Arcom, mais surtout les oligarques ont besoin d'Emmanuel Macron pour les marchés extérieurs. Les journalistes de ces oligarques ont donc mission de soutenir le perturbé Damien. Et comme vous avez vu, Macron bénéficie en second rideau des milieux associatifs ou des hauts fonctionnaires. Eux, ils dépendent directement des rentes distribuées par le pouvoir. Noyautage total de la presse et du corps de l'État. Corps préfectoral en déliquescence, la dérive vichiste du poudré. Une voix anonyme de l'institution a déclaré « Tout le corps des préfets est désormais au garde à vous ». Macron ayant procédé à des purges politiques à une échelle jamais vue en France, même après la libération de 1944. C'est une dérive totalitaire, mais paradoxalement, qui met en lumière la fin prochaine du pouvoir d'Emmanuel Macron. Macron s'appuie sur les médias, mais les Français ne les croient plus. À force de raconter n'importe quoi, il faut dire. Et il y a une deuxième chose, et je vais encore me répéter, le bilan d'Emmanuel Macron est effroyable. Il n'y a plus aucun politique pour l'endosser. Il faut dire que les mauvaises nouvelles s'enchaînent les unes après les autres. Le taux de chômage dépasse les 8% au plus haut depuis 2021. Et ce n'est que le début. Le monde puise dans ses réserves de pétrole à une vitesse record, alerte l'Agence internationale de l'énergie. Le tsunami arrive. Conséquence, même chez ses ex-lieutenants, ça ne va plus. Gabriel Attal et Édouard Philippe renient Emmanuel Macron. Petit détail croustillant, Attal et Édouard Philippe sont en train de s'effondrer dans les sondages. Quant à ses anciens soutiens, ils ont en quelque sorte perdu la mémoire. Hervé Morin, par exemple, en 2017. Hervé Morin appelle à voter Macron afin d'éviter une catastrophe pour la France. 13 mai 2026, le bilan d'Emmanuel Macron est tellement mauvais qu'aucun candidat ne lui fait référence, lance Hervé Morin. Et c'est le point le plus intéressant. Macron est comme Caligula, fou, dans un palais en flammes. Ses héritiers donc sont en train d'aiguiser les couteaux. Et tout va craquer. Prenez Pigasse par exemple, le milliardaire socialiste. À voir l'énergie déployée par Le Point entre attaques personnelles, citations anonymes et contre-vérités, c'est qu'on dérange et c'est bon signe. Le même jour, l'Obs choisit de faire l'inverse, un portrait honnête, sérieux et argumenté. Deux conceptions du journalisme. Je continuerai à défendre les convictions qui m'ont toujours animé, la lutte contre les inégalités, l'union de la gauche, la bataille culturelle et le combat contre l'extrême droite. Le reste n'est que bruit, pchit. Mathieu Pigasse vante le professionnalisme du journal Le Nouvel Obs et le portrait honnête et sérieux que le média a fait de lui, tout en oubliant de préciser que l'Obs lui appartient indirectement via le groupe Le Monde dont il est un des principaux actionnaires. Et puis l'Obs, c'est socialisme bon teint. En voilà une bonne nouvelle, Le Point contre l'Obs, comme au bon vieux temps. Ces deux journaux ont fait front commun en quelque sorte en soutenant Emmanuel Macron. Et voilà qu'ils se déchirent de nouveau. Le PS Pigasse Hollande contre Le Point et l'air Retailleau. C'est une excellente idée. Bouffez-vous entre vous, qu'on soit débarrassé de tous les européistes. Mais attention, il y a l'Europe. Philippe Murer. L'Union européenne finance pour 8,6 milliards d'euros des ONG qui feront sa propagande médiatique. Il s'agit tout simplement de corruption, de trucage du débat public et de la démocratie. Et tout cet enfumage médiatique est fait avec l'argent des Français, 1,7 milliard d'euros. Vivement que cette Union européenne pourrie disparaisse. Je pense que c'est bien cette Europe qui est la future bataille. Il va falloir combattre sa censure, ses fermatrolles, ses ONG gavées d'argent public. Il va donc falloir s'organiser et proposer une contre-structure. Est-ce que l'on pourrait compter sur quelques européistes qui seraient encore attachés à la liberté d'expression, à la liberté d'informer ? C'est compliqué aussi pour eux. Délirant, le personnel de l'Union européenne se voit dire qu'il ne peut pas critiquer l'Union européenne, même pendant son temps libre, et les comptes anonymes feront l'objet d'enquêtes. La machine de Bruxelles a peur même des critiques internes. Tout doit être sous contrôle.
On a le DSA. Le DSA, une ingérence électorale par construction. Pendant les périodes électorales, le dispositif s'active, s'élève, s'opacifie. Des voix critiques sont suspendues, des comptes shadowbannés, des éditoriaux retirés. C'est ce qui s'est passé en Roumanie et qui risque de se passer en France. Nous sommes la prochaine cible. En même temps, comme dirait le poudré, fait un aveu de faiblesse. L'Union européenne tremble devant les réseaux sociaux, devant la voix du peuple. La grosse commission enrage, elle qui a noyauté tous les médias via les oligarques européistes, les partis européistes, les subventions européistes. Et ses leaders, comme Merz ou Emmanuel Macron, sont à 10% d'opinion favorable. Et ils subissent raclée sur raclée médiatique. Prenez par exemple ce cas d'école, l'antavirus. Le message officiel a tellement été ridiculisé qu'ils ont fini par ressortir les vieilles ficelles à l'aide de la presse. Avec la Tatavirus, le retour en force des sphères complotistes. Sphères complotistes, titre assez paradoxal, moi qui croyais que ça ne tournait pas rond chez les comploplos. Bon, plus sérieusement, il n'est pas amusant cet article du Parisien. Allez, le Macronard, on t'a reconnu, tu nous ressors la bonne vieille inversion accusatoire. Car ce qu'on a vu sur les plateaux de télévision, ce sont tous les affreux du Covid et leurs bonnes vieilles insultes et magouilles contre, par exemple, Alexandra Orion-Caude. Encore un fake, l'ex-chercheuse à l'INSERM Alexandra Orion-Caude, opposée au port du masque, affirme dans une vidéo que l'épidémie de l'antavirus a été scénarisée comme un film, déclare France Infox, TV5 Monde, AFP, etc. J'ai besoin que vous lisiez ou que vous diffusiez ce post. Chers amis, je compte sur votre aide. Oui, l'épidémie d'antavirus est scénarisée comme un très mauvais film, cela a été démontré. Non, je ne suis pas une ex-chercheuse de l'INSERM, mais directrice de recherche de l'INSERM, c'est un titre à vie, ayant demandé une retraite anticipée en 2019. Oui, presque toujours opposée au port du masque, sauf pour bon usage médical, chirurgie, dentiste, et dans les cuisines, cantines, restaurants, si ressenti de fatigue intense ou épidémie en cours, gastro-entérite, grippe, etc. Quant à l'antavirus, remake du Corona Circus, du virus de la peur, c'est reconnu par les experts. Benjamin Rossi, infectiologue. Là, on est devant des gens, faut maintenant, je pense qu'il faut que la peur cesse, parce que la peur fait arrêter les gens de réfléchir et les amène à quelque chose de très délétère. Vous avez des gens, il y avait une personne qui est malade, qui est décédée, et vous avez eu un groupe de cas dans un bateau. 1, il faut leur donner des soins. 2, il faut isoler les gens malades pour pas qu'ils infectent les autres personnes du bateau, parce que notre objectif, c'est de cacher les scènes de contamination actuellement au sein des gens qui étaient dans l'équipage et dans le bateau. Moi, je n'ai pas peur des gens qui sont partis du bateau et ce qui vont infecter d'autres personnes. L'épidémie d'antavirus est surtout médiatique, a déclaré donc l'infectiologue Benjamin Rossi sur Public Sénat. Par ailleurs, cette crise d'antavirus a-t-elle servi à masquer le bilan du poudré pendant une semaine ? Oui, c'est ce que j'évoquais lundi. Antavirus et maîtresse de Manu, et on ne parle plus de la crise et de son bilan. Et c'est là qu'on atteint un niveau de cynisme stratosphérique. Alors que l'excitation bat son plein sur 3 morts lors d'une croisière à Pétaouchnok, on rappellera que, là, chez nous, c'est 4000 morts par an du fait de la mauvaise qualité des soins dans nos hôpitaux. 1300 fois plus, nous dit Franck Zégé. Alors, si nos hospitaliers, qui ont si rapidement retrouvé le chemin des plateaux de télé, pouvaient donc aussi rapidement s'occuper de ces 4000 morts, ce serait vraiment très bien. Et si vous interrogez les sources de santé compétentes, autrement dit celles qui ne sont pas politiques ou médiatiques, eh bien c'est beaucoup de bruit pour rien. Le nombre de morts liés à cet épisode d'antavirus souche des Andes en Europe est de 0 à ce jour. Les 3 décès confirmés ou probables se sont produits à bord du navire Ondus ou peu après en Afrique du Sud pour l'un d'eux, avant d'arriver en Europe. L'épisode semble maîtrisé.
Le navire a été évacué aux Canaries, les passagers rapatriés avec suivi et le bateau est en route vers les Pays-Bas pour désinfection. Aucun nouveau cas n'a été signalé récemment. Faut-il rappeler que ces procédures sont nombreuses chaque année et ne font pas la une des journaux pour 3 cas. Quant aux médecins aux ordres, certains ont dû regretter leur passage à la télévision. Un petit coucou au professeur Megarban face à l'excellent Emmanuel Devilliers. Les personnes malades ou faibles de santé étaient en risque par le Covid et on a imposé la vaccination obligatoire. On a confiné les gens, on les a empêchés de vivre, on a fermé l'économie, on a mis la France en faillite. Est-ce que vous faites votre autocritique, docteur Megarban ? Et il lui avait également reproché la vaccination d'un produit qui ne protégeait pas de la transmission. Sympathie échange critique avec le professeur Bruno Megarban, un homme talentueux et fort élégant. Passe sanitaire honteux, confinement liberticide, vaccination de masse inutile, sauf pour les fragiles de la santé. Bourpif et chaos technique. On en redemande, Emmanuel Devilliers. Autre moment étonnant, le retournement de veste d'anthologie. De qui ? De Patrice Peloux. Vous vous souvenez de cet urgentiste qui avait prédit la mort de tous les non-vaccinés en 2022 pendant Omicron ? Et là, eh bien, il est d'accord avec Béatrice Rosen. A-t-il changé d'opinion devant le doux regard de la belle Béatrice, un peu comme Blachier devant Marie-Estelle Dupont ? Ces responsables de l'OMS, pieds et poings liés à Big Pharma, convient l'urgentiste Patrice Peloux. J'ai cru qu'il était à 2 doigts, Patrice, de crier « Vive Raoult, vive Péronne !» Autre grand moment, de radio cette fois-ci, lorsqu'un spécialiste doit commenter une décision absurde des autorités sanitaires. Paquebot confiné pour une épidémie de gastro-entérite. L'étonnement d'un professeur de médecine. Plus de 1700 personnes sont confinées sur un paquebot à Bordeaux en raison de la suspicion d'épidémie de gastro-entérite qui a causé la mort d'un nonagénaire. Dans l'émission Pascal Pro et vous, le professeur de médecine Jean-Jacques Zambrowski partage son étonnement et justifie cette décision par un principe de précaution lié à l'actualité de l'antavirus. Un confinement pour des coliques. Mais c'est quel chef de cabinet qui a eu cette brillante idée ? J'évoquais Le Parisien et son titre, Le retour de la sphère complot-plot. Oui, j'ai plutôt l'impression que c'est le retour de la Troducusphère, les socialistes Rousseau et Jomier. L'ancien ministre macroniste de la Santé Aurélien Rousseau vient de nous traiter, Nicolas Dupont-Aignan et moi-même, de dingue au sujet de l'antavirus. L'ancien ministre macroniste de la Santé, Aurélien Rousseau, tente une réécriture du fameux Saostou de Michel Audiard. C'est certain, une belle tête de vainqueur. C'est cet Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, lorsqu'il était ministre de la Santé, qui avait osé affirmer que le pchout n'avait pas d'effet secondaire. Tout médicament a des effets secondaires. Comment peut-on nommer un personnage pareil, ministre de la Santé, avec une telle malhonnêteté ou une telle ignorance ? En même temps, il est socialiste, tout s'explique. Sa nomination, elle me rappelle un peu Najat à la Cour des comptes. Mais le pire est à venir. Jomier. Antavirus et fake news. Les anti-vax ont vraiment été bercés trop près du mur, tacle le sénateur Bernard Jomier. On attend autre chose dans la bouche d'un sénateur que des propos de cours d'école. Et quand on insulte ses adversaires, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'arguments. J'ai tapé Jomier dans mon moteur de recherche. C'est Collector. Bernard Jomier veut le pchout obligatoire et il veut faire payer les non-vaccinés une amende de 1500 €. À l'époque, j'avais ajouté, après le vote par correspondance, le Parti socialiste se déshonore un peu plus, toujours plus loin dans l'ignominie et la collaboration. Ou celui-là, Bernard Jomier, le sosie docteur d'enfer, veut le pchout obligatoire des plus jeunes et en même temps, il milite pour la dépénalisation de produits stupéfiants.
Pour nos jeunes, après la myocardite, l'abrutissement par les stupéfiants, une certaine cohérence pour ce sénateur socialiste. Vous visualisez le personnage, ardent défenseur du pass d'un produit qui ne protégeait pas de la transmission, pchout obligatoire d'un produit expérimental, pchout pour les jeunes, bon, c'est le combo, c'est même pas le tiercé, c'est le quintet plus. Et Jomier, bien évidemment, travaillait en meute. Quand les no-fac merdes se réunissaient autour de Jomier, de Karine Latombe et du Doc Marty au Sénat. La photo d'une mafia en marche. Le relais du Big Pharma et du macronisme. Un combo particulièrement dégoûtant. Tout ce cirque donc de Jomier et des autres sur l'antavirus pour rien, beaucoup de bruit, pour rien. Mais dans un sens, c'est terrifiant. Vous mettez à mal leur opération psychologique. Bravo, nous dit Louis Fouché. Nouvelle rubrique dans ces entretiens. Le journal des bonnes nouvelles. Sénat. Le Sénat vient de supprimer l'aide à mourir du projet de loi sur la fin de vie. Vous rappelez que cette loi a été voulue par Emmanuel Macron. C'est donc une nouvelle défaite pour le pouvoir. Mais attention, ce n'est pas fini. Fin de vie. Malgré le rejet par le Sénat de la PPL aide à mourir et l'absence de consensus, les promoteurs de cette loi infâme vont vouloir faire passer en force le meurtre légalisé sans être gênés par ce qu'elle véhiculerait comme ineptie de ce type. Restons mobilisés. Nous serons prêts pour la prochaine bataille. Marty contre Alain Hooper. Rappelez-vous, le sénateur Alain Hooper, condamné, c'est le Doc Marty qui exulte. Mais pour combien de temps? Nous étions en 2022. Marty avait porté plainte avec son syndicat contre l'excellent sénateur Alain Hooper. Une bataille judiciaire qui a duré 4 ans et, retour de bâton, Covid-19, le médecin et sénateur Alain Hooper obtient l'annulation d'une sanction disciplinaire devant le Conseil d'État. Et pan dans la face du docteur Marty. Troisième bonne nouvelle, on a découvert qui se cachait derrière Jean-Noël Barrot. Derrière la stratégie du compte X, French Réponse, lancé pour répondre aux récits anti-français, entre guillemets, on retrouve Marie Doha Besancenot, conseillère en communication stratégique au Quai d'Orsay. Tiens. Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est vrai. Marie Doha Besancenot, fille aînée de l'ancien ambassadeur Bertrand Besancenot, très proche du Qatar, où il a été en poste et conseiller diplomatique pour le Golfe, est la responsable du compte French Réponse du ministère des Affaires étrangères chargé de la lutte contre la désinformation. Coucou Jean Nono. Née à Doha, elle porte un prénom choisi en hommage à cette ville et sa famille entretient des liens étroits avec la famille régnante qatari. Tiens, française qatari. Après un passage chez Allianz et à l'OTAN, elle pilote aujourd'hui la communication stratégique du Quai d'Orsay. Florian Philippot. J'ajoute que cette fameuse Marie Doha avait été mentionnée dans une enquête de l'Express de décembre 2025. C'est elle qui anime au Quai d'Orsay l'armée de trolls chargée de diffamer les opposants politiques à la Macronie et à l'euro-otanisme sur les réseaux sociaux. Il y a donc fort à parier que ces trolls soient en fait les vrais rédacteurs derrière le compte French Réponse. J'en avais chopé un, il avait dû retirer son tweet diffamatoire. Et cerise sur le gâteau, Marie Doha est aussi liée aux officines de Soros. C'est assez parfait, au fond. L'ingérence incarnée qui prétend posément qu'elle lutte contre les ingérences. Elle était au forum du Globsec, financé par Soros. En même temps, la Macronie agent de l'étranger, c'est pas une surprise. Quant à Jonono, il roule des yeux dans les orbites. Et sa défense, oh mon Dieu, sa défense! Il éructe car certains osent se moquer du nom de Marie Doha. Allez, vas-y patoche, Marie Doha dans le nez, bien évidemment. Angleterre, quatrième bonne nouvelle. Au Royaume-Uni, avec sa démission, l'ambitieux ministre de la Santé lance les hostilités contre Keir Starmer. On annonce la démission de Keir Starmer peut-être ce week-end.
Sommet Chine-USA, la détente, Donald Trump affirme que le président chinois lui a proposé son aide pour ouvrir le détroit d'Ormuz, tout en lui assurant que Pékin n'enverrait pas d'équipement militaire à l'Iran. Cela semble être confirmé par la Chine. Guerre au Moyen-Orient, la Chine réclame un cessez-le-feu durable et la réouverture du détroit d'Ormuz dès que possible. En marge du sommet entre les présidents chinois et américains, Pékin a réclamé ce vendredi un cessez-le-feu complet au Moyen-Orient et la réouverture donc rapide du détroit d'Ormuz. International toujours, Kiev. Comme annoncé, Yermak a été placé en détention dans un tribunal où une mesure de contrôle sous forme d'arrestation de 60 jours lui a été imposée. Motif, soupçon de blanchiment d'argent dans une affaire de corruption liée à un vaste schéma impliquant environ 460 millions de la monnaie ukrainienne, environ 8 à 10 millions d'euros. Dans le JDD, Ksenia Federova, la corruption, grand tabou de l'aide européenne à l'Ukraine. C'est une très bonne nouvelle car nombreuses désormais sont les voix en Europe qui dénoncent la corruption dans ce pays. Il devient de plus en plus difficile pour les autorités de ne pas les entendre. Un pas vers la paix, certains pourraient être un peu pessimistes, mais il y a des arguments en faveur d'un traitement de ce conflit. Sergueï Lavrov. Les États-Unis plongent l'Europe dans une crise historique. Lors d'un entretien accordé à RT India, ce 13 mai, le ministre russe des Affaires étrangères a affirmé que l'influence européenne s'effondre sous la pression de Washington. Selon lui, les politiques américaines et le soutien massif à l'Ukraine condamnent le continent à une crise énergétique et alimentaire sans précédent. Certains pourraient me faire remarquer que c'est pas franchement une bonne nouvelle. C'est à voir. Face à la crise qui arrive, généralement, des générations plus motivées prennent le pouvoir. Florian Philippot. Très simple. Soyez des esprits libres et courageux. C'est tout. C'est le plus important et ça manque beaucoup aujourd'hui. Beaucoup. Libre et courageux. Florian Philippot, merci. Un tsunami économique se profile. L'inflation gronde, des pénuries apparaissent au niveau mondial. Le débat en France, une chanson de Patoche contre Ernotte, des gastros sur un bateau, le retour de la baffe de Bribri à Manu, Macron une nouvelle fois au SS 117. La vie d'un pays sans souveraineté, une vie d'adolescent. Reprenons notre destin en main. Et une vie d'adulte. Je crois que c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Kylian Mbappé au Real de Madrid. Mbappé se fait huer par tout le Bernabeu. Le stade n'était rempli que des lecteurs du Rassemblement national. Le Real de Madrid. Le Real, parce que je ne vois rien. Et maintenant, le livre qui fait le buzz. Bribri et Manu, un couple presque parfait. Ah, on a retrouvé la véritable maquette du livre. Un couple totalement taré. Cela semble plus proche de la réalité. Bon, vous avez compris, les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie. Urgent, le président Manu serait en couple avec Sydney Sweeney. L'américaine serait prête à tout plaquer pour vivre le rêve français à ses côtés. Tandis que Brigitte entretiendrait une relation platonique avec Gandalf. La nuit à l'Élysée. Il doit penser à cette sublime et jeune actrice iranienne. Macronie toujours. L'ancienne première sinistre, Elisabeth Labornée, lance son parti politique Bâtissons Ensemble avec entre autres Agnès Buzyn, Éric Dupond-Moretti ou Nicole Belloubet. On dirait le casting de Affreux, Sale et Méchant. Très grand film du réalisateur italien Ettore Scola. Comment se préserver de l'antivirus ? Il faut garder une distance sécuritaire d'au moins 6 rats. Plus efficace. Et comme ça, tout d'un coup, la petite Suzy a éliminé le pire virus qui ait jamais existé.
Au bon tweet français préconise un médicament, le Vatferrand. Déjà saturé de la com autour de l'antavirus, médias, médecins de plateau, politiques, autorités compétentes, consensus médicaux, recommandations, cas contact, nous avons la solution. Un comprimé de Vatferrand supprime les symptômes et vous reprenez une vie normale. Festival de Cannes, le socialisme à paillettes. Dernier film en compétition au Festival de Cannes, Delphine, le fantôme errant des hôtels de luxe et de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. On adore sa robe, mais attention, attention. Cannes, Delphine Ernotte, ramassée par erreur par les services municipaux. David Lisnard présente ses excuses. La robe poubelle, ce n'était pas une très bonne idée. Très socialo ça, se gaver, mais en toute conscience, escrologiste. Oui, c'est le moment de trier vos déchets. Avant, c'était des stars de cinéma qui fréquentaient le Festival de Cannes. Aujourd'hui, ce sont des dindes qui font leur cinéma, comme Aurore Berger. Aurore Berger au Festival de Dinde. Ils adorent la préférence nationale, appelée exception culturelle, ça fait moins RN, mais aussi la préférence familiale, Balasco, Lindon, Sédou, Cassel, Gainsbourg, Garel, Higelin, Boringer, Godrèche, Kassovitz, Drucker, Giraudot, Huppert, enquête sur les fils d'eux dans le cinéma. C'est tellement socialo ça, la république des coquins et de l'entre-soi, prendre la place des gens méritants. En même temps, si on était vraiment dans une société de mérite, tous ces privilégiés seraient serveurs au KFC. Allez, un dernier exemple. L'eurodéputée socialiste Emma Rafovitz annonce passer 4 jours au Festival de Cannes au nom d'Agora Union Européenne, le nouveau programme européen destiné à soutenir le cinéma, l'audiovisuel et la démocratie. Elle qualifie sa venue d'essentielle. On n'en doute pas. C'est fini. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.